Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview d'Archana Nagalingam qui a écrit un livre qui présente l'Ayurveda où il y a aussi beaucoup de recettes très faciles à faire avec des produits du quotidien. On va parler de ce livre, on va parler de l'amour d'Archana pour l'Ayurveda, comment elle y est arrivée, retournée, et puis d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur en ce moment, le Curcuma Club. C'est tout de suite. Bonjour Archana. Salut. La cuisine ayurvédique, pour les non-initiés, ça fait toujours un peu peur comme ça parce que il y a aussi le terme ayurvédique, c'est difficile de s'imaginer à quoi ça peut ressembler. En fait, la cuisine ayurvédique, c'est pas si compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas si compliqué et en même temps ça peut faire peur parce que quand on s'y intéresse, il y a plein de termes entre les doshas, entre les saveurs, entre les chauffants, pas chauffants, enfin bref, il y a tout un panel de mots comme ça qui peuvent rendre la chose complexe. Mais je crois que la base, en tout cas selon moi, de l'Ayurveda, c'est déjà de prendre en conscience soi vis-à-vis de la nourriture. C'est-à-dire que chaque personne va avoir un rapport à soi et qui va varier dans les journées, dans les saisons, dans les différents âges de la vie. Et c'est premièrement réussir à comprendre de quoi on a envie, quel est notre rapport à la nourriture, qu'est-ce qu'on a envie de manger aujourd'hui, et d'avoir plus ce petit fonctionnement qu'on peut avoir en fait, ça m'a fait penser à ça, de se dire en vacances, on prend le temps un peu de se dire tiens, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on a envie de faire, on prend plus de temps pour aller faire les courses au marché ou se balader et tout, ou de choisir le resto, enfin il y a une sorte de détente qui permet ça. Et dans le quotidien, on est moins comme ça, on est un peu plus en questionnement, on est un peu perdu parfois. Et d'autant plus quand on ressent des problématiques physiques ou voilà, qui vont venir impacter aussi nos besoins alimentaires. Et du coup, le premier pas, c'est juste, ok, faire un petit pas de côté et réussir à se dire, est-ce que j'ai faim? Comment je vais? Comment va mon ventre? Comment sont mes selles? Toutes ces choses aussi qu'on appelle les malas, qui sont enfin, ouais, sous les émonctoires. Est-ce que ça marche bien? Enfin, de plus prendre ces temps-là un petit peu au quotidien et de, premièrement, ouais, avoir cette approche-là, qui est pas évidente, mais qui s'apprend et qui se travaille et qui est bien, quoi, qui est super chouette au final. Ouais, comme un retour aux sources à la base, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans la manière de cuisiner ayurvédique, c'est le lien instantané aux aliments, à la nature, à tout cet espace de vie, quoi, qu'on connecte avec le toucher, avec les odeurs, avec, tu vois, les cinq sens qui vont être en émoi dès le moment où on achète l'ingrédient, où on le prépare, où on le mange, on le partage. Et ça, c'est vital. Enfin, on le dit dans l'Ayurveda que l'utilisation de nos cinq sens crée des maladies. Enfin, c'est vraiment une des sources principales de maladies, de mal utiliser nos cinq sens. Et dans la cuisine, je trouve qu'elle a une place exceptionnelle on va toucher, on va sentir, on va goûter. Enfin, il y a tout ça. Et, et ouais, moi, je trouve ça dommage de considérer. Et en vrai, on peut faire des recettes ayurvédiques rapides. Genre un kitchari, tu le cuisines, tu le mets dans un pot, enfin, ça va très vite, quoi. T'as pas grand-chose à faire en vrai. Et pareil avec plein de recettes où tu peux simplement apprécier la découpe, apprécier le moment où ça cuit et se dire que ça va te nourrir avec tout ce que tu as mis dedans aussi en prenant ce temps pour le cuisiner et avoir une sorte de gratitude envers ce que les arbres nous apportent, les plantes. Enfin, moi, j'aime bien faire référence aussi au côté un peu plus spirituel qu'on retrouve dans plein de cultures, qui est cette célébration de la nature. Là, par exemple, c'est bientôt la Chandeleur. Et en lisant un peu sur le sujet, j'ai découvert que ça faisait référence aussi dans l'historique un peu païen à la forme de la crêpe faisait référence au soleil et au fait que c'est de fêter le retour en fait des jours qui se rallongent et qui vont amener de meilleures récoltes parce que il y aura voilà le blé qui va pousser, etc.
Et ça, on le retrouve dans plein de cultures. Dans la religion hindoue, en tout cas du sud de l'Inde, on a la fête de Pongal qui est un peu similaire, où on fait cuire les premières moissons, le riz qui déborde, etc. Dans les fêtes chinoises, la fête des lanternes qui célèbre aussi les lumières. Et tout arrive un peu comme ça, et il y a la nourriture qui a une place centrale dans tout ça. Et je trouve ça très beau de pouvoir avoir cette attitude de gratitude et de juste connecter par l'essence. De partage aussi. Oui, tout à fait, oui, de prendre le temps de partager, comme les grandes tablées qu'on peut avoir aux fêtes, ou même si c'est avec des amis, des gens qu'on rencontre dans un resto, enfin les collègues, toutes les personnes avec qui on partage un repas. C'est aussi un temps précieux pour connecter, ouais, à travers l'aliment. Et au niveau des aliments, justement, qu'est-ce que tu dirais qui est la base de la cuisine en Ayurveda? Bah, c'est déjà manger de saison, manger des choses qui nous attirent en termes de couleurs, en termes de saveurs, de comprendre que voilà, par exemple, l'été, la nature aussi nous fournit des choses qui sont nécessaires pour l'été, pour amener de l'eau, pour amener une certaine hydratation, réduire un peu la chaleur avec les concombres, tous les légumes un peu verts et tout qui vont nous aider. Et de comprendre que ça, c'est hyper voilà, notre lien aussi il se fait comme ça pour pas tomber malade. Plus on va manger ça, et mieux ça va nous mettre dans l'état qu'il faut pour ouais, pour l'instant présent, quoi. Et ouais, d'avoir ce rapport-là de quand on choisit ce qu'on va acheter pour faire à manger, de se dire, bah, en fait, je vais me relier à ce qui est bon en ce moment, à la fois d'un point de vue environnement et à la fois d'un point de vue corporel. Ça veut dire retrouver ce qu'on a de temps en temps, des calendriers, des fruits et des légumes de saison. Oui, c'est ça c'est chouette à avoir dans sa cuisine, c'est joli, on peut se le faire aussi soi-même, c'est assez ludique. Ouais, et puis c'est joli, c'est décoratif. Donc de saison, et après, en fonction de... Est-ce qu'il y a, voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout, il va y avoir des aliments qui sont bons pour tout le monde ou il va falloir choisir en fonction de son profil? Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai cette approche de considérer que normalement tout le monde devrait pouvoir tout manger. Après, en fonction de... Peut-être pas tous les jours. Ouais, c'est ça, en fonction de son état, voilà, aussi des choix éthiques, etc., on va forcément aller vers tel ou tel choix. Donc ça, déjà, c'est un premier truc. Et ensuite, a priori, enfin moi, la manière dont je mange, en tout cas, que je considère ayurvédique, c'est d'avoir assez régulièrement au moins une céréale de X type, une protéine plutôt végétale pour moi, mais en tout cas, voilà, d'avoir ça, d'avoir un légume ou deux, quelque chose d'assez simple mais complet, tu vois, d'avoir une variété sans trop complexifier non plus, mais qui est voilà, une sorte de lien comme ça avec les différents aliments, les différentes familles d'aliments. Et puis ensuite de jouer un peu avec les saveurs pour pouvoir apporter aussi du goût et une cohérence aussi avec tout ça, quoi. Est-ce que les épices, c'est fondamental? Moi, dans ma culture, oui. Après, pour tout le monde, pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a un truc chouette dans leur côté thérapeutique qui va aussi amener un goût et un effet digestif ou en tout cas qui va apaiser certaines problématiques. Et de comprendre aussi, d'apprendre à jouer avec les épices, c'est tout un monde qui a exploré. Est-ce qu'il y a, en fonction des profils, des choses qu'on peut faire facilement? Par exemple, on sait qu'on est Vata. Qu'est-ce que toi tu dirais qui est super pour le petit-déj, par exemple? Ouais, bah Vata, c'est vrai qu'on dit qu'il a tendance à être un peu plus asséché, un peu plus irrégulier, voilà, tout ça. Donc, au niveau de ce qui est nécessaire pour lui, ça va être de la l'onctuosité et quelque chose d'un peu qui tient un peu au corps. Et donc, tout ce qui est porridge avec de l'avoine ou du millet, enfin, un truc qui lui va bien, mais qui soit bien onctueux avec un lait plutôt cuit, un lait végétal si possible ou autre selon les besoins. Mais rajouter aussi un peu de cardamome, un truc un peu chauffant qui va amener. Et après, ça dépend des saisons aussi. Peut-être qu'il y a une autre saison, ça peut être une compote avec un fruit ou rajouter quelques. Ouais, un truc quand même avec cette notion d'onctuosité qui est nécessaire et qui va bien amener la journée à être ancrée. Pita, si on lui faisait un repas du midi, par exemple, lui qui a besoin de vraiment bien manger, d'avoir des Ouais. repas solides, Ouais. tu dirais quoi?
Ouais, putain, il aime bien les trucs copieux, donc pareil, selon le feu digestif et la capacité digestive, d'avoir au moins une bonne portion de céréales, donc soit du riz, soit du quinoa, du sarrasin, ou même des pâtes pour ceux qui les digèrent bien. Avoir aussi, je sais pas, moi j'aime bien me faire par exemple des lentilles corail un peu en sauce, avec, je me rajoute même parfois des légumes dedans, si c'est la bonne saison, des courgettes ou des épinards, enfin quelque chose d'assez dense. Et, et de pouvoir aussi mettre ouais, des petites choses un peu croquantes. Je crois que Pita, il a besoin aussi de sentir ouais, de la mâche, un truc un peu où on sent qu'on mange, quoi. Il y a un truc comme ça, enfin, ouais, qui est sympa et qui est ouais, de bien prendre le plaisir et prendre le temps de manger et de caler ça dans sa journée. Et un dîner léger pour Kafa, si Ah on ouais, continue alors dans la là-dessus, journée. oui, CAFA, ouais, c'est vrai qu'il faut pas qu'il mange trop le soir, au risque d'être un peu léthargique ou alourdi. Souvent, les soupes, c'est quand même un bon truc. Moi, j'aime bien tout ce qui est bouillon, un peu à l'asiatique, Asie de l'Est, euh, du miso ou quelque chose comme des petits morceaux de tofu, des nuits de riz. C'est assez léger, en même temps, c'est très digeste. Ça va, voilà, ça va à la fois réchauffer, à la fois apporter une sorte d'hydratation et puis un truc pas trop lourd sur l'estomac, quoi. Tu disais, si c'est la saison, on en a parlé, hein, du coup, de la bonne saison. Qu'est-ce qui se passe si on mange des ananas en plein milieu de l'hiver ou qu'on mange des courgettes là en janvier ou qu'est-ce qui va se passer en fait sur notre organisme? Parce que je pense que la plupart voilà, on se dit bon bah c'est peut-être pas de saison, mais en tout cas je l'ai là. Donc si je l'ai là, Mm. c'est que ça doit être moins pire de manger une courgette en février Ouais. que de manger un légume surgelé. Des fois, on est un peu perdu là-dessus. Oui, tout à fait. C'est un peu cette notion de base aussi de l'Ayurveda qui est le même augmente le même et les opposés réduisent, dans le sens où la courgette, elle a un côté un peu rafraîchissant. Et en hiver, on n'a pas besoin de choses trop rafraîchissantes, on n'est pas censé. Et donc, voilà, il y a un côté un peu comme ça aussi. Et puis aussi, ouais, de se rendre compte que ça peut nous affaiblir parce que notre corps n'est pas designé pour le digérer à l'instant de cette saison-là, quoi. C'est pas logique finalement. C'est comme si on disait, allez, c'est en plein hiver, tu vas te jeter dans l'eau. Il y en a qui le font, hein. Mais c'est très bien. Mais voilà, tu vas nager 1 heure dans l'eau, à la mer. Je suis pas sûre que grand monde le fasse et soit capable, quoi. Donc c'est un peu pareil, c'est qu'à terme, ça peut causer des déséquilibres. Donc pas sur une fois, voilà, ça peut arriver. Et il y a beaucoup de restos d'ailleurs qui servent des aubergines en hiver. Leur carte ne change pas. Et moi, ça m'étonne. Je me dis, mais comment ça se fait? Pourquoi? Donc parce que ça fait partie de la carte du resto. Il y a une culture qui va avec, etc. Mais ouais, pour moi, c'est pas logique de faire ça. Ça peut créer de l'amas aussi. C'est Oui, ces complètement. toxines qui vont se déposer à l'intérieur. Oui, 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 tout à fait. Donc cette vision-là de nourriture qui est pas digérée, qui se dépose, qui se dépose, qui se dépose, et puis au bout d'un moment qui crée des problématiques d'immunité, des problématiques plus graves comme des douleurs digestives, comme une fatigue chronique, un mauvais sommeil. Enfin, parfois on va isoler ces problématiques-là sans se rendre compte que derrière l'alimentation n'est pas du tout adaptée et en faisant complètement abstraction de ça, alors que finalement tu dors pas parce que peut-être tu as mangé n'importe quoi avant, quoi. Ou depuis un mois, tu manges pas de manière cohérente. Cohérente. Ouais, c'est Est-ce que ça. tu pourrais dire, selon toi, ou ce serait trop, que l'alimentation peut résoudre beaucoup des déséquilibres qu'on connaît aujourd'hui? Ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses, d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui où les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, vont très vite, n'ont pas le temps de manger, mangent un peu à la va-vite, etc. Bah ça aussi, ça compte de se rendre compte que, ok, tu manges bien, mais tu manges en 5 minutes. Est-ce que c'est normal de manger en 5 minutes? Est-ce que tu devrais pas prendre le temps de mâcher, de bien digérer, que ton corps comprenne que tu es en train de manger? Et très souvent, il y a ce truc-là aussi, de se dire, ah ouais, je mange très sain, mais je suis pas bien. Mais oui, mais comment tu manges? Et ça aussi, c'est un truc qui est fondamental. Et donc, l'alimentation dans tous ces aspects-là, la manière dont on mange, ce qu'on mange, les gens avec qui on mange, les émotions dans lesquelles on est quand on mange, enfin, toutes ces choses combinées peuvent, selon moi, effectivement, en tout cas, apaiser pas mal de problématiques
et physique et psychique. Après, il y a d'autres aspects à travailler, mais c'est quand même un premier pilier qui doit être adressé et qui peut être accessible. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'alimentation, c'est qu'on a le pouvoir de changer ça soi-même, de dire, OK, en fait, je vais arrêter d'acheter ça, acheter plutôt ça, cuisiner plutôt à telle heure, manger à telle heure. Enfin, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître une montagne quand on a des habitudes depuis longtemps, mais en vrai, on a la main dessus. C'est pas comme aller acheter 10 000 choses de compléments alimentaires ou je ne sais quoi et de s'embêter avec tout plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est la base, en fait, de manger. T'as écrit un livre de Oui, recettes. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? il y a deux parties. Une partie qui vulgarise un peu la nutrition selon l'Ayurveda de manière assez détaillée, puisqu'on va quand même expliquer les principes des différents aspects, mais en étant accessible. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus pour que ça soit pas trop compliqué. Et ensuite, il y a 80 recettes plutôt végétales, véganes même, où il y a, en fonction des saisons, en fonction des doshas, on peut retrouver des recettes plutôt simples, parce que je considère que c'est des aliments qu'on peut trouver partout. Il n'y a pas besoin d'aller dans des boutiques spécialisées ou quoi. Et aussi qui sont avec des aliments locaux, parce que des fois il y a cette confusion aussi de l'Ayurveda, c'est indien. Donc effectivement, il y a une histoire qui vient de l'Inde et tout ça, mais quand on vit en France, on ne va pas manger indien tous les jours, ça n'a pas de sens. Et donc, on essaye d'utiliser les aliments locaux pour cuisiner de manière ayurvédique. Donc, c'est ça aussi de montrer, oui, qu'on peut faire, je sais pas, un risotto ayurvédique, des gratins ayurvédiques, tu vois, des tartes aux pommes ayurvédiques. Enfin, tout est possible, quoi. Du riz au lait ayurvédique. Ouais, complètement. Il y a un projet un peu plus large qui t'anime aussi en ce moment, le Curcuma Club. Tu peux nous en Oui. dire un petit peu? Ouais, c'est cette envie de connecter plusieurs pendants de ce que je vois en consultation notamment ou dans les retraites que j'organise avec une copine qui s'appelle Émilie, donc qui est plutôt prof de yoga. Et ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui souffraient à la fois de maladies ou de problématiques pas forcément graves, mais qui sont liées aussi à tout l'environnement systémique, de se rendre compte que oui, en fait, on a aussi des problèmes de santé parce que on vit dans des modes de vie qui ne correspondent pas à nos corps, où on est obligé de travailler du matin au soir, d'aller chercher nos enfants à je ne sais quelle heure. Enfin, il y a tout un rythme comme ça qui est compliqué, des injonctions aussi par rapport au corps des femmes, à la vision voilà, de la santé de la femme qui est complètement malmenée par énormément d'injonctions sociétales. Et le Curcuma Club, c'est un espace où on a eu envie de regrouper ça, de mettre à la fois des cours de cuisine, des ateliers de yoga et des espaces pour pouvoir échanger sur ces problématiques systémiques et essayer de voir comment déculpabiliser déjà soi de ses propres soucis qu'on a et qu'on porte et de ne pas porter toute la société sur nos épaules et de se rendre compte qu'ensemble aussi on peut réfléchir à d'autres manières de vivre. Par exemple, je dis un exemple tout bête, mais dans une des retraites, on parlait du cycle féminin, donc les règles, en disant oui, typiquement moi, Émilie, au moment de l'arrivée de nos règles, enfin à peu près le premier jour ou la veille, on lève le pied sur le boulot. Soit on travaille moins, soit on pose une journée, parce qu'on sent le besoin, on a envie de se reposer, on sent qu'on est fatigué. Et il y a plein de femmes qui n'osent pas le faire parce que le boulot ne le permet pas. C'est voilà, des métiers où tu peux pas, si t'es prof dans une école, tu peux pas, typiquement. Mais tu peux quand même conscientiser le fait que, par exemple, le soir, tu vas peut-être refuser d'aller dîner ou faire un temps pour toi. Et d'avoir cette approche-là, elle est intéressante et à la fois, elle permet de prévenir aussi d'autres problématiques. Donc, c'est aussi comprendre que à notre échelle, on peut aussi dire non, enfin résister d'une certaine manière à certaines injonctions ou à certaines manières de vivre qui ne sont pas adaptées à nous. Et plus la société avance, en tout cas dans le monde moderne, plus on a l'impression qu'on est complètement en inadéquation avec notre humanité, notre corps humain, enfin, quand on voit tous les écrans, les gens qui sont très souvent qui n'arrivent pas à dormir parce que juste avant de dormir, ils sont connectés sans cesse avec leur téléphone. C'est compliqué et en même temps, pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des mails, il y a des trucs. Enfin, on a l'impression qu'il faut être toujours présent. Alors que moi, j'ai grandi à l'époque où en fait, on avait un téléphone fixe dans la pièce et voilà quoi, c'était tout. Il y avait pas, on n'avait pas cette sollicitation permanente.
Et j'ai l'impression que, ouais, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on réfléchit moins, ou en tout cas, on prend pas le temps de se poser ensemble. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de créer une communauté autour de ces questionnements et Et c'est d'avancer ensemble là-dessus. uniquement en ligne ou il y a des échanges Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est en ligne, mais justement, on réfléchissait ce matin, c'est marrant, avec Émilie, pour se dire que finalement, nous aussi, on en a marre d'être toujours derrière les écrans et on aimerait créer plus des espaces présentiels. Donc, je pense que petit à petit, ça va se transformer parce que ça vient de se lancer, ça fait un mois. Et au bout d'un mois, c'est vrai qu'on a déjà ce constat de ouais, mais bon, il y a quand même ce côté virtuel qui est parfois pas suffisant, quoi. ouais. Tu Ouais, penses que donc d'aller plus loin. l'Ayurveda, pour ça, ça peut... c'est une manière de dépasser, enfin de revenir aux essentiels, de revenir à peut-être quelque chose qu'on a perdu. Enfin voilà, l'Ayurveda, ça a des milliers d'années et c'était déjà, ça fonctionnait déjà à l'époque. De se retourner là-dessus, c'est aussi ça, c'est aussi aller à l'essentiel. Ouais, moi quand j'ai commencé mes études d'Ayurveda, ça m'a bouleversée dans le sens où je me suis dit mais c'est tellement logique, c'est tellement ça, c'est tellement ce qu'on devrait faire. Enfin à chaque fois j'avais des espèces de révélations en mode à la fois c'est simple, à la fois pourquoi on vit pas comme ça et comment faire pour y revenir. Et donc moi souvent sur mon compte Instagram je milite autour de ça pour dire on vit de telle manière mais prenons conscience de ça parce que on est en train de perdre tout un héritage qui est cette harmonie qu'on peut avoir en tant qu'humain entre nous, avec la nature. Enfin, on a l'impression que là, on est dans une course à je ne sais quoi, où on veut dominer, dominer la nature, se dominer les uns les autres. Enfin, il y a tout un truc qui est pas du tout logique et pas nourrissant. Donc, ouais, de revenir à cette manière de penser, de vivre, elle est, moi j'y crois, je me dis que ça peut nous sauver, mine de rien. Et d'ailleurs, de manière très personnelle, c'est une question que j'aime bien poser. Toi, t'es venu comment à l'Ayurveda? Comment ça s'est fait? Ben moi, c'est étonnant parce que je pense que l'Ayurveda faisait toujours partie de ma vie sans que je le sache vraiment, parce que c'était pas nommé. Mes parents, ils ont toujours utilisé une manière de cuisiner ou de dire tel aliment c'est chauffant, le prends pas, tel aliment c'est froid, faut pas que tu prennes à cette saison. Enfin bref, il y avait tout un truc autour de ça qui était un peu, voilà, qui était ancré, quoi. Et, euh, et après, c'est plus tard, à l'adolescence, quand j'ai fait mon premier voyage au Sri Lanka, où j'ai rencontré ma grand-mère. Et donc elle était guérisseuse là-bas, donc dans son petit village, elle avait ses petites plantes dans son jardin. Et son travail à la maison, c'était de soigner certaines maladies, des choses de village, quoi. Et les gens venaient à elle. Et pour moi, c'était impressionnant. Et en même temps, je ne le considérais pas du tout comme un métier possible en Occident. Tu vois, j'avais 16 ans, pour moi, c'était ma grand-mère dans son village au Sri Lanka, quoi. Et des années après, donc moi j'ai fait entre-temps des études d'ingénieur informatique, j'ai fait ma carrière là-dedans. Et des années après, je suis retournée en Inde et au Sri Lanka parce que j'avais envie de faire une pause. J'ai fait une année sabbatique. Et là, ça m'a reconnectée complètement parce que j'ai vu des cliniques ayurvédiques. Je suis allée prendre des cours de cuisine dans une clinique justement et j'ai acheté des bouquins, j'ai commencé à m'intéresser et ça m'a fait une sorte de waouh, ah ouais, c'est génial en fait. Et donc après, retour en France, j'ai cherché une formation et ça y est, c'était une évidence de me lancer dedans. Qu'est-ce qu'on apprend en cours de cuisine ayurvédique en Inde? Et ben on apprend beaucoup avec les épices. Ils ont plein de. Moi, c'était très pratique. Donc on était dans une cuisine, on n'était pas beaucoup, on était trois quatre. Et ils nous montraient des recettes. C'était beaucoup du riz, des petits légumes de là-bas, quelques graines, lentilles de là-bas. Donc c'était complètement végé. Et puis ils nous expliquaient bah, comment les épices se combinent entre elles, quel aliment il faut pas mélanger ensemble. Et on préparait ça, on préparait ouais, les tisanes aussi beaucoup. Des boissons selon les problèmes, selon les besoins, que ce soit digestif, maux de tête, problèmes de peau, enfin plein de choses où il nous expliquait ouais, comment l'épice va venir travailler au niveau du corps. Et ouais, C'est ta c'était porte hyper. d'entrée. Ouais, c'était ma porte d'entrée, effectivement.
Et donc, au retour en France, formation, et ça t'a plus quitté, quoi. Ah ouais, ça m'a plus quitté, jamais. Ouais, ouais, ouais. C'était de plus en plus, comme je te dis, c'était waouh, waouh, waouh. À chaque fois, des portes qui s'ouvraient. Et encore aujourd'hui, je pratique, mais je continue d'apprendre. Et c'est sans fin, quoi. C'est un truc qui s'ancre, s'infuse, qui continue de grandir comme une plante qu'on arrose et waouh, qui devient une forêt après. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux gens qui peuvent nous écouter et qui se disent la cuisine ayurvédique, je suis pas sûre, ça a l'air compliqué, c'est plein d'épices que je connais pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, j'ai envie de leur dire, enlevez le mot ayurvédique. Dites-vous juste cuisine qui fait du bien. Et allez-y, enfin, c'est ça l'idée. C'est pas un truc qui vient de loin, c'est pas un truc ésotérique, c'est pas un truc compliqué, c'est juste, ça va me faire du bien, ça va être adapté à moi, ça va nourrir mes tissus, mes organes, ma vie, enfin, ça va me permettre d'aller mieux. Donc c'est une cuisine qui est précieuse. Et allez-y, enfin, c'est ça l'idée. C'est pas un truc qui vient de loin, c'est pas un truc ésotérique, c'est pas un truc compliqué, c'est juste, ça va me faire du bien, ça va être adapté à moi, ça va nourrir mes tissus, mes organes, ma vie, enfin, ça va me permettre d'aller mieux. Donc c'est une cuisine qui est précieuse. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. À plus tard.